Micro Stockholm. Salut à tous, alors ceci n'est pas le nouveau générique de Bulldar, mais un petit message promotionnel pour vous faire deux annonces qui concernent Micro Stockholm, donc le petit label associatif que nous avons lancé il y a quelques semaines pour héberger nos podcasts existants et en créer de nouveaux. La première de ces annonces, c'est que Micro Stockholm a désormais son propre site web, micro-stockholm.fr, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les émissions du label Micro Stockholm, donc Bulldar bien évidemment, mais aussi Stockholm Sardou, le podcast des captifs de Michel Sardou, Stockholm Polnareff, le podcast des amoureux transis de Michel Polnareff, Radio Michel, la radio de tous les Michel et Créatures Corporate, une fiction sur les monstres en entreprise. La deuxième annonce, c'est que nous allons essayer d'aller encore plus loin, et pour ça nous avons créé un financement participatif, une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Nous avons décidé de fixer l'objectif de cette campagne à 1500 €, qui est un montant qui nous permettra à la fois de financer l'hébergement des podcasts, de nous payer du matériel plus performant pour améliorer la qualité sonore et la qualité d'enregistrement. Alors évidemment, quand je suis enrhumé, comme c'est le cas là, ça n'améliorera pas la qualité de ma voix nasillarde, mais de manière générale, on cherche à avoir un meilleur matériel d'enregistrement et puis à lancer de nouveaux concepts d'émissions qui vont arriver progressivement. Évidemment, pour ça, il faut du temps et de l'argent, et c'est pour ça que nous avons besoin de votre participation. L'idée, c'est de lancer par exemple une émission qui s'appellerait Drag Me to Hell, dans laquelle on inviterait quelqu'un à écouter des chansons d'un artiste qu'il n'aime pas et à lui faire débriefer cela. Puis nous avons plusieurs séries documentaires, musicales ou pas, relatives à plusieurs sujets. Évidemment, il y aura du Didier Barbelivien dans tout ça. Il y aura probablement aussi un petit peu d'art contemporain. Il y aura de la comédie musicale. Bref, on va essayer d'aborder tout un tas de sujets. Et puis pour vous, si vous participez à cette campagne de financement, il y aura des contreparties avec des goodies évidemment, mais aussi la possibilité de choisir le sujet d'un épisode de votre podcast préféré, que ce soit Bulldar ou un des autres podcasts de Micro Stockholm, ou éventuellement de choisir même le thème de la prochaine série Stockholm, puisque nous avons fait Sardou, nous sommes en train de faire Polnareff, il y aura d'autres Stockholm, et bien ce sera peut-être vous qui choisirez de qui nous parlerons à notre manière. Voilà, merci d'avoir écouté ce petit message, merci aussi pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos étoiles sur iTunes, pour vos écoutes, merci pour tout. Je vous laisse avec le numéro 3 de la Big Bulldar. J'espère que cette nouvelle émission va vous plaire. Salut à tous et bienvenue dans Bulldar, l'émission qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et qui ne dort jamais. Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau, sa mère. Intéressant. Bon, et puis après il a fait une série beaucoup plus... Son premier amour. Et évidemment son autoportrait. Triche pas, quoi. On se retrouve pour le 3e numéro de la Big Bulldar, l'émission où je ne parle pas d'art contemporain tout seul, où nous sommes plusieurs à parler de ce vaste et beau sujet autour d'une table avec des petites choses à boire, des petites choses à manger et surtout beaucoup de choses à dire. Le concept de la Big Bulldar, eh bien, c'est une émission d'à peu près 1 heure dans laquelle nous allons passer sur le grill un ou une invitée, évidemment liée au monde de l'art, et puis nous allons vous présenter chacun et chacune d'entre nous nos petits coups de cœur. Autour de cette table, nous avons la Dream Team de la Big Bulldar avec tout d'abord Alice. Salut. Salut. Alice qui est donc notre agent infiltré dans le monde de l'art. De quoi est-ce que tu nous parleras dans ta chronique du jour ? Alors aujourd'hui, un événement qui joue la carte du mystère et qui commence tout bientôt au Théâtre de la Ville et au Théâtre du Châtelet. Ça s'appelle DAO. J'ai mené l'enquête avec une loupe, une pipe et une casquette pour pouvoir vous en dire plus.
Julie est avec nous également autour de la table. Hello Julie. Hello. Aka Madame Emlar sur les réseaux sociaux. Quel est le thème de ta chronique aujourd'hui ? Alors moi je vais vous parler d'une exposition qui s'est terminée le week-end dernier à l'Orangerie, une exposition d'art contemporain sur les contes cruels de Paula Rego. Et d'habitude nous sommes en duplex avec le plat pays en direct de Bruxelles. Et là vous allez dire mais il manque une chroniqueuse. Eh bien non, car Laure est avec nous en direct de Paris et elle n'est pas une chroniqueuse, elle est notre invitée du jour qui a ramené un invité, qui a ramené elle-même un invité, c'est-à-dire qu'on est à nombre constant de chroniqueurs. Bah, t'es mon binôme. Bonjour, je suis le binôme, je m'appelle Michel. Bonjour Michel, aka Chronomusique sur les réseaux. Eh bien, nous allons commencer cette émission, sachant que la moitié de cette équipe a dû dormir à peu près 3 ou 4 heures cette nuit, puisque nous sortons de la fantastique nuit originale de Thomas Hercouet. Voilà, donc ne vous étonnez pas si un certain état de fatigue se ressent dans cette émission. La Big Bulle d'Art numéro 3, c'est parti. Eh bien, merci Laure d'avoir accepté de passer sur le fauteuil de l'invité, d'être soumise à notre mitraillage de questions, puisque nous avons préparé une interview fleuve avec des questions posées un petit peu par tout le monde. Donc si tu es là dans cette émission et si tu es là à la place de l'invité aujourd'hui, c'est pour ta chaîne YouTube qui s'appelle L'Art Contemporain. Pour ceux qui n'auraient jamais vu tes vidéos, est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord un petit peu cette chaîne et comment tu l'as créée, d'où elle vient ? Ok, alors c'est une chaîne de vulgarisation sur l'art contemporain qui essaie de l'expliquer de manière simple et ludique et facile pour essayer d'intéresser un maximum de gens. Et comment j'en suis arrivée à créer la chaîne ? C'est parce qu'en fait, tout bêtement, en discutant avec des gens, je me suis toujours rendu compte que dès qu'on parlait d'art contemporain, on me disait que c'était de la merde. Mais comme ça. Et du coup, à force, j'étais mais non, pourquoi l'art d'avant, oui, et pourquoi pas l'art contemporain ? Et un jour, je me suis juste dit, mais en fait, pourquoi ne pas... Enfin, moi, j'adore ça, pourquoi ne pas l'expliquer aux gens ? Et c'était l'époque où il y avait de plus en plus de vulgas sur YouTube, et je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, de mon côté, me lancer dans l'aventure. Ça fait combien de temps à peu près que tu as commencé ? Ça fait quoi ? Ça fait 2 ans et demi ? Ouais, 2 ans et demi. Julie ? Et donc avant de devenir une youtubeuse réclamée par le monde entier, il me semble que tu as fait des études notamment d'art. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Ouais, alors j'ai fait après le bac, j'ai fait un bac économique et social, spé anglais, et j'ai eu mon bac sans mention. Voilà, grand succès. Après le bac, j'ai fait une année de MANA, donc mise à niveau en art appliqué, qui n'existe plus d'après ce que j'ai compris. On m'a dit que ça se fait. J'ai eu parce que je sais pas. On est tous trop vieux pour ça. Parce que j'ai fait une vidéo sur ça et j'ai eu un commentaire il y a pas très longtemps qui me disait ça n'existe plus. Ah ouais. Donc je me sens un peu comme nos parents qui ont fait des bacs G. Et moi je suis là, j'ai fait un truc qui n'existe plus, genre super. Donc j'ai fait une MANA où on m'a pas laissé passer en année supérieure pour x et y raison. Du coup après j'ai tenté les Beaux-Arts de Aix-en-Provence. Où je me suis pris la tête avec le directeur pendant mon entretien. Donc il ne m'a pas pris, il m'a dit de partir. Bien. Au revoir. Et du coup, je me suis mise par défaut à la fac en art plastique. Et en fait, c'est de tout le cursus que j'ai fait, de toute façon, cette partie-là, c'est la meilleure partie de mes études. Donc j'ai fait 3 ans de licence à Aix, avec des profs extraordinaires, dans une fac qui tombe en morceaux, mais avec des profs extraordinaires. Et après ma licence, je me suis dit, mais qu'est-ce que ma vie ? Je fais quoi ? Mon Dieu ! Donc j'ai tenté tous les masters du monde, de la planète, de l'Europe. Et je voulais tenter la Belgique pour faire les Beaux-Arts. Oui. Et en fait, je suis arrivée aux Beaux-Arts. Enfin, j'ai fait les concours en Belgique. Et en même temps, j'avais Paris qui m'avait validé 3 masters sur dossier. Et du coup, là, je me suis retrouvée face à un choix où j'avais été aussi pris aux Beaux-Arts. Mais il m'avait rétrogradée parce qu'avec les crédits de pratique et plastique, j'avais pas assez de pratique. Donc, j'étais en cursus moitié théorie-pratique. Ils m'ont rétrogradé et Paris me proposait un Master 1 et la Belgique me proposait une L2 en gros. Ah oui. Donc j'ai choisi aussi le Master et en fait pendant la première année j'ai fait les deux. J'habitais à Bruxelles, j'ai fait mon année de Beaux-Arts en atelier art dans l'espace public, donc visuel, digital, son. Et je faisais les allers-retours pour aller à Paris.
D'accord. pendant la première année. Et après, j'ai pas continué les beaux-arts parce que très mauvaise entente avec le corps professoral. Beaucoup Décidément. de chance. Hein. Ouais. Et du coup, après, j'ai juste fait les allers-retours pour Paris pour le M2. D'accord. Voilà. Donc, en gros, un cursus universitaire. Ouais, classique, Ouais. Bac plus 5. Il D'accord. s'est passé quoi cet entien Oui. aux Beaux-Arts Ah, mais d'Aix-en-Provence pour que j'ai le aucune directeur chance avec te- les profs hommes. On s'attaque. C'est-à-dire que j'avais fait un projet, parce que t'as un concours d'abord de plastique, machin, et après t'as l'entretien oral avec tous les profs et le dirlo. Et mon Dieu, j'espère qu'il ne m'écoutera pas. Et en fait, moi j'avais présenté un travail plastique que j'avais fait sur le Japon, parce que je suis une grande passionnée du Japon, et je l'avais fait sur la perversion au Japon. Et le gars me dit, dans les yeux, mais ils sont pas pervers les Japonais. Comme ça. Ouais. Moi, on peut quand même dire qu'il y a un petit problème sous-jacent dans la culture qui est très carrée et qu'il y a un petit problème de... Enfin, c'est eux qui font des trucs bizarres avec des poupes et des machins chelous quand même. Et lui il me dit, bah non, moi je suis allée au Japon, il n'y a pas de perversion. J'y suis allée aussi. Enfin, t'as des sex shops chelous avec des enfants mineurs en vitrine, dans la rue. Enfin, c'est un peu bizarre quand même. Et il me dit, ah non, c'est pas vrai. Et je fais, ah bah si, c'est vrai. Et en fait, ça faisait ça. Et après, il a dit, bah au revoir. Ah Moi, j'ai ouais. fait, bah oui, c'est vrai que vous êtes le directeur. Au revoir. Et je suis partie. Moi, je me demandais à qui s'adresse ta chaîne, c'est-à-dire comment tu imagines l'internaute derrière l'écran. Peut-être que tu lui donnes un petit nom en secret quand tu fais tes vidéos. Moi, je les nomme pas. Qui est le public que je souhaiterais avoir? Ouais, Ok. à qui tu penses en Ouais. faisant en tout cas. Ok. Parce que moi, à la base, je voulais avoir un public de gens qui n'aiment pas l'art. Mhm. Mais en fait, j'ai eu des gens qui adoraient l'art. Ce qui, en fait, c'est très logique dans un sens qu'on y réfléchit. Et je me suis rendu compte l'été dernier que ce qui faisait aussi que j'avais un public qui était plus, genre, soit des étudiants en art, soit des jeunes qui veulent être étudiants en art, c'est parce que j'avais des vidéos qui étaient très spécifiques, genre l'art conceptuel, machin, street art. Et je me suis dit que c'était le format de mes vidéos qui attirait des gens qui aimaient ça, et que si je faisais un format un peu plus ouvert, j'allais intéresser des gens qui ça n'intéresse peut-être pas, au moins pour cliquer. Du coup, on revient au truc du clic. Ouais, du clickbait. Et ça a marché parce que depuis cet été, j'ai plein de gens qui viennent de milieux plus différents. Enfin, je me rends compte à travers les commentaires ou ceux qui me parlent que c'est des gens qui se sont dit « Ah, ben, j'ai cliqué par hasard, mais en fait, j'ai regardé les autres vidéos, c'est vachement intéressant et tout. » Mais moi, j'aimerais vraiment ratisser large. Ouais, c'est ça. Je veux plus vraiment ceux qui n'aiment pas ça. Oui, essayer de les conquérir Ouais, et de leur montrer que ça donner peut être chouette. des tuyaux. Les D'accord. vidéos les plus récentes que tu fais là sur l'actu de l'art, ça ramène un public qui Ah est oui. pas forcément... Ouais. Ben, la vidéo sur l'algorithme qui fait de l'art, j'ai des commentaires que de, entre gros guillemets, de geeks qui m'expliquent des trucs que moi je suis là. Je comprends pas. Moi, j'ai fait écho et j'ai fait je comprends pas de quoi tu me parles. Et ouais, ça ramène vraiment des gens externes à ça, qui après, s'ils veulent, continuent de se balader sur la chaîne ou quoi. Mais c'est vrai que ça ramène plus de gens divers. Justement Oui, par aussi. les algorithmes. Ouais, voilà. Et aussi ta réponse, enfin ta dernière vidéo en Ah ouais, réponse celle-là, au oui, ça youtubeur, m'a vraiment ramené Ah oui. beaucoup. Non. Bien sûr. Pourquoi le titre de la chaîne L'art content pour rien? Parce que, alors moi pour l'anecdote, mon premier blog sur l'art contemporain s'appelait Content pour rien, mais content, C'est heureux. content heureux. Ouais. Et en fait, c'est à première, moi quand je suis tombé sur la chaîne, je me dis tiens, ça va être encore un truc qui dit que l'art, que l'art Ça compte contemporain. Que l'art Ça compte pas. contemporain, ça compte pas. C'est une façon de prendre justement le truc à rebours et d'accrocher les gens avec le titre. Oui, voilà, c'est ça. C'était pour montrer tout. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oui. D'accord, très bien. Je fais des questions beaucoup trop longues. Donc moi je me demandais quel a été ton premier émoi artistique, ce qui t'a donné envie de faire des études là-dedans et de poursuivre ta vie en lien avec l'art. Alors c'est très simple. Au lycée, en dernière année, on était parti en voyage scolaire à New York. On avait travaillé de la seconde à la terminale, vendre des gâteaux pour se payer le voyage scolaire. On est allé au MoMA et j'ai vu Lucifer de Pollock. Toile immense, machin, et j'étais là devant genre « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et du coup, ma prof, elle nous expliquait, et moi j'étais là... Mais quand on montre l'art, l'art de la Renaissance, avec mes parents, on voyageait beaucoup dans des musées, mais c'est de l'art religieux ou les trucs comme ça. Et là, je me retrouve devant ce vomi de peinture immense. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, ouais, c'était vraiment genre, waouh! Et elle était tellement grande, je sais pas, je suis restée vraiment bloquée devant, alors qu'au moment, il y a des milliards de trucs qui, moi, maintenant, m'intéresseraient beaucoup plus que juste le Pollock, mais ça m'a juste, et moi, j'étais genre, waouh! Et quand je suis rentrée, j'ai dit, je vais faire ça après le bac. Et voilà. Ok. C'est vraiment ça qui a été la plus grosse claque dans
dans mon adolescence. Ok. T'avais quel âge du coup? 17-18, comme ça. Si ça n'a pas changé, cette salle au moment elle est impressionnante parce que tu as le Pollock et en face tu as 2 Rothko. Et donc tu es complètement écrasé Ouais. par ces toiles. C'est vraiment impressionnant. Comment tu choisis les sujets de tes vidéos? C'est par rapport à tes goûts ou c'est par rapport à un programme que tu t'es fixé de passer en revue toute l'histoire de l'art contemporain? Alors jusqu'à cet été, c'était un peu chronologique. J'essaie de prendre de 1950 en se rapprochant un petit peu à aujourd'hui avec les courants. Et depuis cet été, c'est plus des parties funky pour justement avoir ce côté clickbait, mais pour parler d'un autre... c'est plus du tout chronologique. C'est pas foncièrement mes goûts parce que j'ai énormément parlé d'artistes que je déteste profondément, mais qui sont importants et intéressants. Donc j'essaie de rester hyper objective. Il y en a que je sais, j'en parlerai jamais parce que je veux vraiment pas en parler. Mais ceux qui sont, par exemple, Marina Abramovic, je suis pas... Non, voilà. Mais en même temps, c'est Marina Abramovic. C'est super à son début de carrière, est super intéressant, super important. Après ce qu'elle fait depuis... c'est autre chose. Mais du coup, je vais pas me dire, moi, j'aime pas, j'en parle pas. J'essaie d'être objective quand même. Et de pas mettre que mes artistes préférés non plus. Et justement, combien de temps ça te prend en moyenne de réaliser une vidéo, bien sûr en comptant les recherches et la préparation? En exemple extrême, pour le plus que j'ai eu à faire, c'est celle d'Antoine Daniel, parce qu'elle, ça a été 100 heures. Surtout pour le montage, j'imagine. Surtout. Surtout l'écriture. Parce que déjà, me retaper tous les what the cut. Et j'ai dû les faire plusieurs fois pour bien avoir quand il est à gauche, à droite, les machins. Le montage, je lui ai envoyé 600 versions différentes à Michel parce que comment je fais? Et donc ça, c'était celle la plus compliquée pour moi en temps. Et sinon, je dirais que l'écriture, la recherche, l'écriture, le script, ça me prend... Si c'est un sujet que je connais déjà assez bien, ça se fait en quelques jours. L'homosexualité, ça m'a pris du temps parce que je ne connaissais pas du tout. Donc là, j'ai vraiment... Et il fallait pas chier les bulles, donc il fallait vraiment être ça sûr. Remonte aussi plus dans l'histoire de l'art. Ouais. C'était long, ça aussi. Sinon, on va dire 2 jours. Le tournage, c'est 1 journée. Et après le montage, toute la post-prod, en comptant la mini à la description YouTube et tout, on va dire 2 jours intenses ou 3 jours tranquilles. Donc en gros, on va dire une bonne semaine pour la vidéo. Une bonne semaine. La vidéo d'Antoine Daniel, il a réagi, il l'a vu, il t'a répondu? Je l'ai contacté en amont pour lui demander si je pouvais déjà utiliser ces images pour faire une vidéo. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et une fois que j'ai eu tout fini, je lui ai remontré la vidéo pour qu'il puisse valider la version finale. Il m'a dit que c'était nickel, qu'il n'y avait pas de problème. Et il m'a précisé qu'il aimait beaucoup l'art contemporain. Il a que c'était pas une attaque. Il a compris que c'était... Enfin, je me moquais pas de lui, il a compris la blague. Et... Contrairement à tous ses abonnés, oui, il a compris que c'était léger. Comment on fait quand on crée des vidéos sur Internet, justement, pour rester original et éviter à la fois les travers télévisuels, dont on est très habitué, les tics de langage, les rythmes, etc. Et maintenant, voire même les tics de YouTube, parce qu'il y a un peu une façon de parler aussi maintenant sur YouTube. Moi, je ne saurais pas si je suis originale. Moi, j'ai l'impression d'avoir mon... Ouais, tu le fais j'ai ma au recette feeling. Et c'est vrai qu'au début, quand je lisais mon script, je mettais des blagues. Quand je me disais, ça c'est une blague drôle, et je l'écrivais. Et là maintenant, je roue libre. J'ai mon texte sérieux, et après, moi je fais mon truc derrière ma caméra, et après, quand je fais le montage, je suis pourquoi t'as fait ça? Oui, et du tu coup, voilà. te laisses plus de part à l'improvisation, effectivement. Est-ce que tu as ou tu vas faire des vidéos en partenariat ou en commande avec... Peut-être que commande, c'est pas le terme approprié, mais avec des institutions Des contenus sponsorisés. Oui, vous sponsorisez. Je pense notamment aux Revues du Monde, tu vois, qui a fait des vidéos avec le Louvre. Ouais. Là, le seul truc que j'ai fait, c'était avec la Monnaie de Paris, mais c'était un truc pour Instagram, donc c'était pas une vidéo. J'ai eu des demandes de partenariat, mais c'était à Paris. C'était pas du rémunéré, c'était juste pour parler de leurs expos. Mais moi, je suis pas très intéressée dans le fait d'aller visiter une expo, parce qu'il y a déjà beaucoup de chaînes d'art qui font ça comme ça. C'est-à-dire que moi, si c'est une demande qu'on me fait qui m'intéresse, je vais la faire différemment, mais vu qu'on me l'a pas encore fait, donc j'ai pas trop vraiment réfléchi à ce concept-là. Mais c'est vrai que j'aimerais pas juste faire venez, on va visiter cette expo ensemble. Non, mais forcément avec ta touche pour vulgariser peut-être un artiste. Mais j'ai contacté les musées belges, mais ils s'en foutent. Pour eux, YouTube ne sert à rien. Donc bon. D'accord. Ouais. Ils m'ont dit mais à quoi ça sert? C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous. Ah maintenant. Bon j'attends que Paris me contacte. Qui continue à perdre des coupes du monde, voilà.
Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton activité? Voilà, c'est la préparation, c'est la C'est la réalisation. Ouais, c'est ça. C'est la recherche et le montage. Ok. Et d'essayer de trouver des trucs pour justement vulgariser et rendre plus accessibles les connaissances. Bah, de sûr la recherche, parce que j'adore le côté théorie, j'aime bien aller en profondeur dans tous les sujets. Je suis pas à l'aise derrière ma caméra, toujours pas 2 ans et demi plus tard, donc ça c'est toujours une étape un peu genre pourquoi. Mais qu'au final quand tu le fais c'est assez sympa. Et la partie montage où je fais les cuts et tout, parce que je fais, ça me fait toujours rire parce que j'essaie de faire des blagues qui sont vraiment pas très drôles parfois et tout. Et la post-prod c'est toujours un peu laborieux, les images, le truc et le machin. C'est ça, donc c'est les petits moments créatifs du montage et de l'écriture. Mais après, ça, à force, quand on fait un truc, on n'aime pas tout à 100%. Enfin, je dis pas que j'aime pas, hein, je dis juste que entre non, il y a des ouais. Il y a des trucs plus relous à faire. Fun et plus relous. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu ferais sur ta chaîne si tu avais du temps et des moyens illimités? Une sorte de carte blanche. Alors déjà, j'aurais un magnifique studio, très très beau, très très grand, avec des superbes lumières. J'aurais ça et alors en prenant en compte, genre, j'ai même un gars qui me filme, qui fait mon montage. Enfin, j'ai un accent. Qui me filme. Enfin, si j'ai plus qu'à juste penser les trucs, je ferais des trucs de dingue, je pense. Je ferais j'irais voir. J'aurais une série sur des artistes que j'irais voir chez eux pour voir comment ils travaillent. Pour montrer vraiment l'art contemporain sous toutes les formes. Ouais, je pense que je ferais ça. J'irais sur tous les acteurs de l'art contemporain. Tous. Je crois qu'on en arrive à la question centrale de cette interview et celle... Le caca. Oui. Ah putain, je suis trop forte. Exactement. Et c'est notre running gag dans cette émission de toute façon. Pourquoi ce truc avec le caca? Mais c'est pas évident. Enfin, c'est génial tout ce qui est fluide corporel, tout ce qu'on peut faire avec. Parce qu'en plus ma prochaine vidéo c'est sur le caca. Voilà. Et tout. C'est la semaine prochaine, c'est le caca. Mais t'as pas teasé sur les réseaux sociaux à ce sujet-là? Non, on n'a rien vu. Mais j'ai pas fini complètement. C'est la semaine prochaine, mais j'ai. C'est une exclue. Ouais, je suis pas. Je suis montagé à moitié. Mais non, mais je sais pas. C'est pas extraordinaire d'avoir des œuvres avec de la pisse, du vomi, du sang de règle et du caca, et en même temps c'est bien quoi. Ah mais autour de on est tous d'accord, je crois. Que le caca c'est génial. C'est ça. Puis comme tu disais au tout début, vu qu'on dit tout le temps que l'art contemporain c'est de la merde, c'est logique. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la vidéo sur le caca, c'est pour l'art contemporain c'est de la merde, mais parlons caca. Ça paraît logique. Et j'ai découvert des cacas d'art contemporain que je connaissais pas en plus. Genre j'ai des trucs, j'étais waouh, mais qu'est-ce que c'est? Je connaissais pas. Donc, voilà. On verra si tu es incollable tout à l'heure. Oh mon dieu. Des questions sur le caca dans le jeu. Moi, je remonte un petit peu le niveau là pour. Merci. Pour parler de ce qui est beau. Ta plus belle rencontre grâce à YouTube. C'est-à-dire, voilà, le fait que tu sois rentré dans une communauté et puis par ailleurs que tu aies pu faire des partenariats peut-être ou rencontrer des artistes. Donc voilà, tu dirais que c'est quoi ta plus belle rencontre? C'est le chinois à côté de moi. Donc c'est gênant. Ah, c'est bien. Je l'attendais. Franchement, je t'aurais fait la gueule. Michel. Oui, chronomusique. Et par ailleurs, ta plus belle rencontre en art contemporain aussi, justement, via tes vidéos. Parce que je parle beaucoup de gens que je connais déjà, donc du coup... Ou un truc insolite, hein, un truc... Tes dernières découvertes sur le caca, par Oui, exemple. mes dernières découvertes sur le caca, oui. Moi, je connaissais vraiment que le top 3 des plus connus, et en fait, il y a vraiment un art abject. J'ai vu que c'était classé dans l'art abject, il y avait plein de caca, et ça m'a... Je me suis perdue dans l'art du caca, c'était cool, ouais, ça je connaissais pas. Ou alors même, je dirais plutôt au lieu de parler d'artistes, genre l'art et l'homosexualité, je pense que ça m'aurait jamais traversé l'esprit de chercher ça avant, si j'avais pas eu la chaîne, quoi. Je me serais pas questionnée autant sur le sujet. Et ça, c'était vraiment ça m'a vraiment beaucoup intéressée à faire. Julie? Et si tu avais un lieu d'art préféré ou à recommander pour les gens qui nous écoutent? L'île au Japon. J'en étais sûre. Ouais, J'ai failli préciser sans parler de l'île au Japon parce qu'on en a parler, déjà discuté. Ça, vraiment, c'est la claque de ma vie, ce truc. Mais sans parler de ça, à Paris, je veux dire que mon préféré, c'est le Palais de Tokyo. Parce que j'ai jamais été... On valide. J'y vais toujours, même sans savoir qui c'est. Même si je connais pas, je me dis que dans tous les cas, c'est toujours bien. Et le Palazzo Grassi à Venise.
Quand on parle d'art sur YouTube, est-ce qu'on arrive à avoir une légitimité dans le milieu de l'art par rapport aux critiques, par rapport justement aux gens dans les musées? Tu parlais tout à l'heure des relations avec les musées en Belgique. Est-ce que le fait de faire quelque chose finalement qui s'adresse à du très grand public, ça te permet quand même d'avoir une légitimité dans ce milieu-là? Je suis très validée. Je suis très validée par le corps professoral. J'ai énormément de profs, autant de francophonie, enfin autant Belgique, France et Canada, qui me contactent pour me dire qu'ils utilisent mes vidéos dans leurs cours et tout. Donc au niveau des profs, ouais. Et au niveau des institutions, aussi parce que je suis énormément contactée pour des interviews. Et j'ai aussi là récemment le FRAC de Reims, la directrice qui m'a appelée pour que j'aille faire une conférence sur la médiation culturelle chez eux. Très bien. T'as déjà une date qu'on fasse la promo Mercredi 13 mars. Eh bien, j'allais dire, nous y serons. Alors nous, non, probablement pas. Mais nous invitons les gens qui écoutent Bulle d'Art à s'y rendre. Oui. Et alors c'est vraiment chouette que justement les professionnels te trouvent pas tes contenus galvaudés ou justement trop vulgarisés. Mais est-ce que tu as reçu quand même des commentaires odieux ou justement des gens qui sont dans le rejet de l'art contemporain? Enfin, c'est quoi les pires que t'aies pu recevoir? Que récemment, avec la vidéo sur Antoine. D'accord. Parce que justement c'est le public d'Antoine Danel, Antoine Daniel, pardon. C'est le public de Pascal Danel qui n'a rien à voir. Non, avant j'avais eu des gens qui me disaient... avant la vidéo sur Antoine Daniel, c'était la vidéo sur l'art conceptuel qui était la plus mitigée. Ouais. Parce que ça reste du coup cette partie de l'art qu'on ne comprend pas. Mais c'était encore très léger. Vraiment, Antoine Daniel, j'ai passé 6 paliers d'un coup. Et c'était des gens avec qui j'ai essayé... il y en avait qui avaient des commentaires constructifs, donc j'ai essayé de discuter avec... On essayait de communiquer, mais il y en avait où c'était... Don't feed the troll. Oui, puis en plus, tu vois vraiment que c'est une incompréhension. Parce qu'il y en a qui croient que l'art contemporain est en courant dans un courant. Que l'art contemporain représente les trucs nuls dans un autre art. Alors que l'art contemporain, c'est juste une période historique, entre guillemets. Donc ça, il y en a qui ne comprennent pas. Et il y en a qui ne comprennent pas, qui me disent, oui, mais dans ce cas-là, si ça, c'est de l'art, je sais pas, ma plante, c'est de l'art aussi. Donc techniquement, oui et non, mais on sort de l'art, donc c'est ta plante, on n'est pas, c'est plus trop le même sujet, quoi. Donc du coup, il y a vraiment tout n'est pas très compris, je dirais. Pas compris, genre ils sont bêtes, mais c'est pas cadré l'art. Les gens ils savent pas où ça commence, où ça finit, où ça va, par où ça passe, et du coup, je pense que ça aide pas le. Enfin, moi, je me retrouve beaucoup dans ce public-là, quoi. C'est-à-dire que moi, de base, l'art contemporain, pour moi, c'était vraiment des gens qui mettent du caca dans des boîtes et qui les vendent des millions, et je me dis, c'est une grosse arnaque, quoi. Je me dis, ils sont trop forts. C'est ce que je me disais, ils sont trop forts, c'est des arnaqueurs de haut vol et c'est leur délire. Et seulement après, je commence à comprendre, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une scission entre le public et les gens qui connaissent le truc, comme dans beaucoup de domaines, en fait. Dans tous les domaines, tous les spécialistes disent si les gens comprenaient vraiment, ça irait mieux. Mais du coup, il y a peut-être un problème de communication entre le monde de l'art et le... Mais déjà, moi, ce truc de l'art contemporain, c'est juste une période historique. Je la prends là. Parce que pour moi, pour moi c'est un... Ouais, pour moi, c'est un courant de... Non, c'est pas des trucs chelous, c'est... Moi, de ce que je comprenais, c'était de dire, en gros, à partir de maintenant, est art ce qu'on décide qu'il est. Donc, et du coup, moi, pour ça, je me retrouve dans les commentaires des gens, ils disent, du coup, ma chaise, c'est de l'art, pour moi, si la simple volonté de l'artiste, c'est Marcel Duchamp, j'en sais rien. Duchamp. Je suis désolé, j'ai vraiment... oui, pardon. On n'était pas loin. Mais oui, c'est vrai, c'était la verdure quand même. Du coup, j'ai vraiment juste quelques bribes d'informations qui sont disséminées dans la pop culture. Moi, la chaise de Duchamp, moi, c'est la BD Parker et Badger que j'ai vu ce truc-là, des trucs comme ça, et c'est vraiment des petites bribes d'infos dans la pop culture qui font que t'as une représentation de l'art contemporain complètement tronquée, en fait. Et ouais, moi, j'ai pas eu de cours là-dessus, je suis jamais tombé sur un truc qui m'expliquait ça, quoi. Mais cela dit, le débat existe. On en avait discuté dans une émission qui n'a jamais été diffusée nulle part, mais que tout l'art créé aujourd'hui n'était pas forcément de l'art contemporain. Mais ça, c'est difficile de le faire comprendre aux gens qui
sont pas amateurs ou du moins là-dedans, quoi. Ou qui sont artistes et qui comprennent pas pourquoi ils sont pas dans le circuit de l'art contemporain. Ah oui, là, c'est encore plus voilà. Bah, ouais, une c'est question d'ego. Bah non, puis il y a, voilà, pourquoi je fais de l'art, ce que je considère comme de l'art, et pourquoi je ne suis pas présentée dans les musées d'art contemporain. Parce qu'effectivement, bah, c'est en débat. L'art contemporain, voilà, est-ce que tout l'art d'aujourd'hui est contemporain, ou est-ce que c'est un modèle, une sorte de paradigme, et effectivement peut-être un courant, une sorte de courant. Et effectivement, moi je pense qu'on va être amené à préciser les choses, en fait. C'est parce qu'on est tellement dedans que... on ne sait pas donner d'autres mots que l'art actuel ou l'art contemporain, mais en fait, on va progressivement avoir un regard sur le passé et on va se dire, bon, bah, l'art des années 60, c'était plus ceci, c'était plus cela. On pas rester dans l'art contemporain pendant 50 ans. Enfin, exactement. 500 ans, voilà, là, on est déjà à 50 ans d'art contemporain, donc on va forcément regarder les choses de façon différente et être amené à préciser les choses. Mais il y a même, on risque même d'être amené à passer à quelque chose de complètement différent. Moi, il y a quelqu'un que j'aimerais bien arriver à recevoir dans cette émission. C'est un adjoint à la mairie de Bordeaux, Fabien Robert, qui est l'adjoint à la culture, je crois, qui a dit que le CAPC, qui est le musée d'art contemporain de Bordeaux, devait être un musée et non plus un centre de création, parce que pour lui, l'art contemporain, c'était quelque chose de passé. Et donc, ça devait être un lieu de conservation et plus de création. Et je trouve que on peut être d'accord ou pas d'accord avec ça, mais il a posé une question qui est intéressante sur le rôle que doivent avoir les lieux d'art contemporain aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, si Fabien Robert nous entend, parmi les 150 personnes qui écoutent Bulle d'Art, l'invitation est lancée. Je crois qu'on n'avait pas terminé cette interview. Non, on est parti en débat, mais... Ouais. J'avais juste une dernière question sur ta pratique artistique, puisqu'on a vu sur les réseaux sociaux, Instagram, tu nous donnes quelques indices de temps en temps, et on a vu une vidéo aussi sur ta chaîne, en collaboration avec Enjoy Phoenix. Oui, je mets collaboration entre guillemets, évidemment. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu si tu as une pratique, si c'est quelque chose que tu poursuis vraiment ou si c'est ponctuel Ah oui, non, alors j'ai une pratique. Moi, j'ai eu une pause après mes études, mais pareil, c'est normal que quand on sort des études, on ne sait plus quoi faire de ses mains et on n'est pas bien et on pleure, puis après ça va, la créativité revient. Mais ouais, non, je continue d'avoir ma pratique. C'est mon axe principal de métier de vie, en fait. Je veux quand même être artiste plasticienne, si Dieu le veut. J'aimerais bien, mais bon, voilà. Et non, mais c'est vrai que je le mets pas en avant sur les réseaux, parce que sur les réseaux, je suis plus associée à art content. Et pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Ce que moi, je fais plastiquement n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube. Sur mon site pro, il y a YouTube, parce que ça fait partie des choses que je fais. Mais sur YouTube, à aucun moment, jamais, je ferai la promo de ce que je fais, plastiquement. Parce que ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc cette vidéo, donc pour décrire rapidement avec Enjoy, qui est focalisée sur son regard, et moi j'ai trouvé ça vraiment hypnotisant et je veux dire c'est une vraie œuvre d'art vidéo qui m'a tenu de bout en bout. Du coup c'est quoi, c'est une parenthèse pour montrer un petit peu de ce que tu fais en pratique artistique. C'était vraiment pour montrer, vu que moi je me suis retrouvée face à ça et je me suis dit c'est de la trop bonne matière à travailler, c'est rigolo à faire, ça met un petit peu, pour moi c'est fun à faire pour la chaîne et tout, et oui c'est vrai que ça a un peu montré ce que je sais faire en pratique, mais c'était vraiment pour mettre en avant qu'en fait comme on me disait, ça peut être la fleur, tout peut être de l'art en fonction de ce que tu fais avec, comment tu le travailles. Si tu devais avoir un goal sur YouTube, on va dire, et un goal dans le monde de l'art en général, ce serait quoi? Avec YouTube, gagner de l'argent. Bah ouais, la YouTube Money. Ah non, moi je pense à des collabs, genre avec qui j'aimerais collaborer, et du coup je reviendrai à ce qu'on s'est dit ce matin tous les deux, que moi j'aimerais trop collaborer avec des autres grands vulgarisateurs, d'autres trucs pour mon... Genre par exemple t'as Léo de Dirty Biology, t'as Cyrus avec la philosophie, et de tous se connecter, me connecter à tous ces vulgarisateurs via l'art, parce que par exemple il y a l'art biotechnologique pour la biologie, avec la philo on peut genre faire un truc l'art conceptuel quoi, et que je me connecte à chacun des grands vulgarisateurs comme ça pour montrer que tout est possible. Ça serait pour YouTube. Et personnellement dans l'art contemporain, d'être la nouvelle Jeff Koons, la nouvelle Picasso, la nouvelle Marcel Duchamp, la nouvelle
Bon, on te le souhaite. Eh bien, merci Jeff Koons pour avoir répondu à toutes ces nombreuses questions que nous avions décidé de poser. Je sais pas pourquoi je prends l'accent de Jean-Michel Apathy. Je vous propose de passer au jeu. Oui. Il n'y a rien à gagner sinon la gloire. La thématique du jeu sera donc, je sais pas si je l'ai dit à l'antenne, non, je vous l'ai dit à vous en off avant. C'est donc comme d'habitude sur le principe du sel ou poivre de Burger Quiz. Et nous allons tester ta spécialité. Donc, Faut pas que je me trompe. Hein. la thématique, c'est du pipi, c'est du caca, ou les deux. Ou éventuellement aucun des deux, car il y a des pièges. Donc je vais vous donner des noms d'artistes et vous allez me dire si ces artistes ont été connus pour pratiquer de façon régulière ou dans une œuvre bien connue le pipi, le caca, les deux ou rien du tout. On lève la main ou on crie? Vous le dites au plus vite. Pss, ou pss. On y va, vous êtes prêts et prêtes? Oui. Wim Delvoye. Caca. Caca, bonne réponse. Pourquoi? Cloaca. Exactement, la machine à cloaca, caca. qui est donc la machine à caca. On Et tu met- peux acheter du caca sous Sous vide. vide pour 1000 €. Ah ouais. C'est pas Ah cher. ça je savais pas Ouais. ça. Ouais. Un petit bout de caca. De la machine. La machine à caca, ouais. En fait tu mets du manger au début de la machine à caca et elle reproduit tout le système digestif et à la fin Avec ça un sort vrai une caca. crotte. Gunther Bruce. Je ne connaissais pas cette personne avant de préparer. Non. Non, c'est caca. Ah. C'est un activiste allemand donc qui en 1968 a réalisé une action, a participé à une action qui s'appelait Art et Révolution, Kunst und Revolution, et qui a non pardon c'est les deux. Il a bu son urine et recouvert son corps de ses excréments. Voilà et se masturbant en chantant l'hymne national autrichien. Comment je suis à côté de ça? On parle de performance artistique donc là? Là on est sur oui, du happening. Facile. Piero Manzoni. Caca. Oui, c'est Julie qui a été Oui. plus vite. Qui est-ce? Qu'a-t-il fait ce Piero? Il a mis du caca dans des boîtes. Oui, et il les a vendus. Et elle fuit. Oui. Ah bon? Il y en a qui ont fuité. Ah, Il y a ça, des je savais problèmes pas, de ça. conservation. Ouais. Bon appétit. Un petit cookie. Jacques Lizen. Caca. Caca, excellente réponse. J'adore ce qu'il fait en plus. Alors, vas-y. Il qu'est-ce peint, que- il peint avec son caca, avec du caca. Voilà. Peinture Ouais. à la matière C'est un Belge en fécale. plus. C'est Sur un la Belge. Belgique. Et c'est le fondateur du mouvement appelé l'art nul. Effectivement, comme dit Michel hors micro, vous n'avez pas de Coupe du Monde, mais vous avez des idées. Mais ses œuvres sont dans des collections publiques? Ouais, moi j'ai ma meilleure amie qui est ultra fan, elle a déjà vu. Excellent. Je cherchais un jeu de mots pour Moi j'ai rebondir, jamais mais vu j'ai en pas vrai, mais trouvé. ma meilleure amie a déjà vu. Michel Journiac. Les deux. Les deux. Ouais. Bonne réponse. Qui était Michel Journiac? Qu'a-t-il fait? Ah bah, il est connu pour La messe pour un corps. Donc une performance où essentiellement il a fait du boudin avec son propre sang, entre autres. Voilà, qu'il a Voilà. mangé ensuite. Il y a la recette sur Alors, internet. c'est- ouais. Délice. On peut le refaire à la maison sans problème. Andrés Serrano. Caca. Pipi. Et donc, Les deux. Ah bah, les deux. les deux. Les deux. Les deux est Ouais, une c'est bonne Quoi le réponse. caca de ça Il a fait une série de photos de caca et d'animaux et d'humains, mais Ah du ouais coup ultra léchées. Elles sont sur le site, ouais, sur son site. Je les ai pas vus. Et super beau. C'est du Enfin, très c'est gros hyper, plan. ouais, c'est hyper C'est- bizarre, mais c'est des magnifiques caca. C'est très je très me beau. suis arrêtée aux... T'aurais pas l'impression que ce serait un caca si on mettra ça en Puis les vignette titres, de. c'est genre Holy Shit, Self Shit Portrait, Mhm. des trucs comme ça. C'est trop Ah bien, oui, ouais. J'essaie de vous en Je suis- trouver Je suis une. surprise de pas les avoir vus. Et évidemment donc pipi pour le fameux Immersion Peace Christ qui est cette photo d'un crucifix plongé dans l'eau et je crois qu'il y a toute une série Il y a d'ailleurs. du sang aussi. Il n'y a pas que du pipi, je crois, dedans. Pipi Lotti Rist. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Il y a Il y a Bibi dans pipi son dans nom. son nom mais c'était un piège. Non, elle a travaillé sur d'autres fluides corporels. Ouais, elle est très drôle, elle. Ah mais moi j'adore. Ah ouais. C'est Elle a fait une reprise de Wicked Game. De. Miley Chris Cyrus. Isaac. Ouais, d'origine ouais, de Chris Isaac.
Et Chronomusique, la musique. Oui. Wicked Game. Chris, ouais. Bah, elle a repris en hurlant. Genre, comme si tu te fais larguer et voilà. Et elle a un peu une tête qui est drôle aussi. Rien à voir avec le Non, pipi, c'est non. pas- À part Voilà. le prénom. À part le prénom, mais oui, je crois que j'en ai parlé, genre la toute première chronique de Bulldar, je crois que c'était sur Pipi le Tiriste, et c'est l'artiste qui m'a fait tomber amoureux de l'art contemporain. Paul McCarthy. Caca. Caca. Bonne Caca réponse. Caca, puisque il a exposé dans plusieurs endroits du monde un caca géant, gonflable. Ah, mais oui, Voilà. Complex Shit. Voilà, c'est ça. Merci. Marcel Duchamp. Pipi, ouais, c'est l'urinoir. Mais aucun des deux, Ouais, c'est car pas ce vrai. n'est pas Ouais, un je urinoir, c'est une fontaine. Hmm. C'était un piège. Pierre Pinoncelli. Caca. Non, Aucune idée. pipi. Car lui, par contre, a pissé dans l'urinoir de Duchamp. Ah oui, voilà, c'est les... Ah oui, c'est vrai. Et enfin, c'est du pipi, c'est du caca, ou les deux, les chansons de Jul, Caca. c'est du caca. Oh là là. Clash. Voilà, c'est la fin de ce jeu. Je n'ai absolument pas compté les points, Non. mais je Ouais. crois qu'on peut t'attribuer la victoire Ouais. de toute Oui, façon. j'ai gagné, c'est la première fois que je gagne, Michel. C'est plus facile quand on n'est pas en duplex. Ouais, ouais. ça vaut le coup de venir. Hein. Oui, pour tout Tiens, gagner. prends un cookie. Oui. Eh bien, nous allons passer à la dernière partie de cette émission, qui est la partie mini attendue. Bulldar, tant attendue, où chacun et chacune autour de cette table présente ses petits coups de cœur artistiques. Alors du coup, Laure, vu que tu es l'invité, on ne va Je pas suis demander. exempte de Voilà. devoir. Mais je me tourne vers le reste de l'équipe. Normalement. Ah bah tiens, vu que c'est toi qui as gagné, c'est toi qui vas désigner dans quel ordre on fait les chroniques du jour. On va faire par ordre de celui qui a le plus dormi à celui qui a le moins dormi. Ok, je vous Donc ça rappelle se que voit ma entre chronique vous deux, dure vous avez 8 dormi secondes et combien d'heures demie. Moi, j'ai dormi entre 5 et 6 heures. Pareil, non, on va aller 6 heures. 1, 2, 3. Ok. Donc j'y vais. Donc tu nous parles d'une expérience un petit peu intrigante dont on ne sait pas encore grand-chose, je crois. Non, non, non. Qui va avoir lieu au Châtelet. Ça commence dans pas longtemps. C'est ça, ça commence dans la semaine prochaine, normalement. En ce mois de janvier, en fait, l'activité culturelle reprend un peu. Et il y a cet événement qui attise ma curiosité. Car justement, dans sa com, il joue tout sur le teasing et le mystère. Donc ce serait une expérience pour laquelle il faudra prendre un visa. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Et on va se retrouver dans un institut scientifique de l'URSS. Donc un peu un voyage dans le temps aussi. Ça s'appelle DAO. Et ça va se passer au Théâtre de la Ville et au Théâtre du Châtelet. C'est deux théâtres qui sont en fait en travaux jusqu'à présent. Donc c'est aussi un événement pour les relancer l'attention autour d'eux. Et qui sont face à face sur la place du Châtelet et qui vont rouvrir, je crois, Exactement. tous les deux dans le courant de l'année. Oui, voilà, c'est pour ça. Et donc là, ils vont être transformés pour l'occasion, pour qu'on puisse vivre cette expérience à l'intérieur. Et je crois que le Centre Pompidou est aussi de la partie, mais je n'ai pas bien compris encore à quel titre. Donc c'est du 24 janvier au 17 février. Et j'ai envie de dire ça s'appelle DAO, parce que c'est une proposition entre théâtre, performance et art visuel. Le site nous parle d'un projet pluridisciplinaire en développement depuis 12 ans, né dans l'esprit du cinéaste russe Ilya Krasnakovsky. Je suis désolée pour la prononciation, mais son nom commence par 5 consonnes. Et donc en fait, je vais laisser Google rectifier. Voilà. C'était presque ça. J'étais presque. Donc il s'agirait d'un institut scientifique et en fait on va le découvrir à travers surtout des films. Donc on nous parle de 13 longs métrages qui documentent les histoires des personnes uniques rassemblées dans l'institut. On pourra voir un ou plusieurs films et participer à d'autres expériences. Par ailleurs, en fait, selon le type de visa qu'on choisit, l'expérience pourra être personnalisée, c'est-à-dire qu'on va remplir un questionnaire qui va nous permettre justement de préciser notre expérience. Il y aura 3 types de visas, 6 heures, 24 heures ou illimité, sachant que l'expérience en fait va être en 24 sur 24, 7 jours sur 7, pendant toutes les 3 semaines en fait, de durée de l'événement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est que, en fait, pour le moment, donc DAO fait un énorme teasing sur les réseaux sociaux.
Et leur événement m'est apparu tout début janvier dans mon fil d'actu Facebook. Et ce que j'ai trouvé curieux, c'est que les photos qui défilaient dans cette publication étaient issues de vieilles performances de Marina Abramovic, dont on parlait tout à l'heure. Si vous ne la connaissez pas, donc c'est un peu la queen, la papesse de la performance, qui a beaucoup mis en jeu son propre corps dans des actions qui repoussaient toujours les limites et qui étaient souvent un peu dangereuses. Et elle-même, elle est d'origine serbe, donc il y a aussi un lien avec l'ex-URSS. Elle fait partie des artistes qui accompagnent le projet de DAO. Donc il y a Karsten Oller, par exemple, qui fait aussi partie du projet. Il y a d'autres artistes, Massive Attack, Brian Eno. Il y aura des acteurs aussi qui vont être un peu ambassadeurs du projet. Là, je lis les noms de Depardieu, Adjani, Isabelle Huppert. Enfin, voilà, c'est quand même beaucoup de noms, des gros castings, ouais, effectivement. Donc pour le moment, on garde un peu encore le mystère, mais je propose de vous en dire plus peut-être à l'occasion d'une mini bulle d'art où on pourra peut-être être sur le terrain. Mais en même temps, ça ne va pas être facile d'en rendre compte parce que les appareils numériques seront interdits sur place. Donc même si on y va avec son smartphone, on devra le laisser à l'entrée dans un casier. L'argentique, ouais. Bonne question. Je sais pas, parce que du coup, je me dis, c'est peut-être... Je sais pas, à mon avis. C'est un truc où ils veulent qu'il y ait que de la documentation. À mon avis, ils veulent pas de documentation, surtout. Je sais pas. Moi, j'ai déjà assisté à une exposition, entre guillemets, de Marina Abramovic à Londres il y a pas longtemps, où en fait, on devait même déposer ses lunettes à l'entrée. Ah oui. Ouais. Pourquoi les lunettes on devait rien avoir absolument sur soi. Merci Alice pour ce teasing de Dao. Rien à voir avec Étienne Dao, hein, on est bien d'accord. Non. Là, ça fait 1 heure que je veux faire cette blague depuis que tu as parlé du sujet de la chronique. Bah. Je sais même pas si ça se prononce Dao en fait, mais... En revanche, oui, ça peut être une idée de... alors, si on peut pas éventuellement rentrer avec un appareil d'enregistrement dans l'expo, mais de se faire un débrief à chaud de l'expérience en essayant de se caler pour y aller à peu près en même temps et faire ça sur une prochaine bulle d'art. Voilà, prenons nos visas. Complètement partante. Et bien. Du coup, le visa, tu le prends en ligne. Mais je crois qu'on peut le prendre à... Oui, c'est payant. Et donc, si tu prends illimité, c'est plus cher que si tu prends... C'est assez cher, c'est peut-être 150 € si c'est en illimité. Ah oui, quand même. Ah oui. Ouais. 150 €. Peut-être on peut avoir des accréditations. C'est gratuit pour les chômeurs. Ils parlent pas trop de réduction, justement. Ok. Si tu viens des pays de l'Est. Ouais, ça devrait être gratuit pour les gens de l'Est, du coup, vu que c'est... Ouais. Ok. Et le premier prix, c'est je l'ai plus en tête. C'est tarif musée 145. Ah, c'est plutôt tarif théâtre en fait. Donc voilà, Dao au théâtre du Châtelet et au théâtre de la ville de Paris. Et ça commence la semaine prochaine. Julie, l'expo dont tu nous parles vient de se terminer. Donc là, c'est trop tard. Si on est conquis par ce que tu vas nous dire, ce sera fini. Non, il faudra aller à l'étranger pour voir les œuvres de Paula Rego. Donc, comme je le disais, le week-end dernier s'est terminée donc l'exposition Les Contes cruels de Paula Rego au musée de l'Orangerie. Donc oui, le musée de l'Orangerie habite une collection d'œuvres qui va de l'impressionnisme avec les nymphéas de Monet jusqu'à l'art moderne, mais il expose aussi de manière temporaire des artistes contemporains, ce qui était le cas du coup avec cette exposition. Donc Paula Rego, c'est une artiste portugaise qui a fait ses études à la Slade School of Art de Londres, où elle a côtoyé notamment Francis Bacon, Lucian Freud ou encore David Hockney. Donc elle est reconnue de manière internationale et ses œuvres sont présentes dans des collections publiques comme à la Tate Moderne ou la collection de la Reine Sophia. Sauf que en France, elle est forcément moins connue et c'est d'ailleurs la première fois qu'elle est exposée dans un grand musée français. Donc qu'elle était exposée dans un grand musée français, parce que du coup ça s'est terminé. Donc voilà pour le contexte et la rapide présentation de Paula Rego. Et donc je vais vous parler un petit peu plus précisément de l'exposition. Donc loin de concevoir des œuvres édulcorées, Paula Rego se distingue par des œuvres fortement figuratives, littéraires et singulières, pour ne pas dire étranges. Vous vous doutez bien que si j'ai décidé de vous parler de cette expo, c'est parce qu'elle comporte une petite part évidemment de glauque. Sinon, ce serait pas toi. Voilà, sinon ce serait pas une chronique de toi. Exactement. On est accueillis par des personnages faits de plâtre et de papier mâché qui sont installés le long du chemin qui permet aux visiteurs d'aller de la première salle à la deuxième salle. Et donc là, le ton est donné. On va parler d'enfance, certes, et de contes, mais ça sera pas mignon.
Donc, pour vous donner une idée, on pouvait notamment voir un squelette miniature fait en papier mâché, maquillé, arborant une fleur à l'oreille et des escarpins rouges. Ou encore un épouvantail sur son poteau, donc accroché, avec en guise de tête un crâne d'une bête à cornes dépecée. Joie. Oui. Mais c'était très esthétique. Donc, passer cette première rencontre et happé dans l'univers de Paula Rego, ce qui marque dans cette expo, c'est surtout la taille de ses tableaux. On se laisse embarquer dans la virtuosité de ces grands polyptyques réalisés au pastel. Et mêlant des références littéraires sur les conseils de son artiste de mari, Victor Wheeling, et à des éléments autobiographiques, Paula Rego souhaite parler des enjeux politiques et sociaux. Donc parmi les œuvres remarquables de l'expo, j'avais envie de vous parler de justement The War, qui a été faite en 2003, où on y voit 4 personnages à tête de lapin. Au centre, on voit un personnage donc en robe bleue, aux mains d'allure humaine, qui porte un autre personnage toujours à tête de lapin, plus petit, en robe rose, avec des membres, les bras et les jambes, semblables à ceux d'une poupée de chiffon, désarticulée. Et surtout au visage ensanglanté. Les entourant, on peut voir un chat assis, un chien ou encore un personnage féminin. Et en bas à gauche, on voit un personnage, donc toujours à tête de lapin, qui se fait embrasser ou dévorer par un pélican. Je vous laisserai, quand vous aurez vu l'œuvre, Je suis en train de chercher... le choix. Ah, je les ai, je crois. Oui, Joie. Oui, n'est-ce pas ? Pardon, j'imaginais un truc beaucoup plus... pas gore, mais tu sais, brun... Regarde noir. plus précisément le tableau, parce que moi aussi quand je suis passée devant, je me suis dit oh c'est joli, c'est coloré et tout. Ouais. Et si tu regardes les personnages, les mains, les têtes Ouais, c'est de vrai lapin, que les Hein faciès, voilà. les faciès sont assez... Ouais, lui, enfin elle ou je sais pas. Ça. On peut la majorer, je ne sais pas. Mais ouais, c'est... Mais j'imaginais quand même un truc peut-être plus cliché dans le glauque, tu vois. Ah bah c'est subtil quand même, ouais, c'est c'est Paula ça. Rego, Non, tout mais de même. moi, je connais pas du tout Ouais. encore une fois, mais Ouais, ouais. ouais, en tout cas en y pensant, j'avais des images beaucoup plus sombres. Mais ça c'est ton esprit pervers Ouais, qui c'est imaginait des certainement choses. ça. Ouais, je pense. Et donc quand je parlais d'enjeux politiques, justement, cette œuvre est une réponse à une photographie de la guerre en Irak qui avait été publiée dans le Guardian en 2003 aussi. Donc les deux œuvres se font écho. Et donc comme je disais plus haut, Paula Rego s'est fortement inspirée d'œuvres littéraires, notamment avec Balzac où elle a peint le chef-d'œuvre Inconnu, Jane Eyre ou encore Lewis Carroll. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu l'œuvre originale de Lewis Carroll et les illustrations, je trouve que dans The War, on retrouve Ouais, il y a quelque un chose petit des peu- illustrations d'Alice au Pays des Merveilles. Julien, t'as vu quelque chose d'horrible Ouais, c'est Il est très extrêmement, saillie. ouais, c'est extrêmement troublant, c'est cette statue d'un petit garçon là. Oh, j'y viens. Ah bah voilà. Alors, Je spoil pas. J'y viens justement. Alors, donc, à mi-parcours, on trouve un enfant. Donc, cet enfant, de dos. Quel hasard, je viens de le trouver sur Instagram. Ah, la magie du hasard. Donc, il est dos au visiteur qui rentre dans la pièce, mais lui fait face à 2 tableaux. Donc, cet enfant est quasi nu ou en sous-vêtements et regarde en biais une toile représentant Geppetto lavant Pinocchio. Un lavage qui, par ailleurs, est plus semblable à une punition qu'un lavage. Et donc à noter que le Geppetto qui est en modèle sur ce tableau est en fait incarné par l'artiste Ron Mueck, qui n'est autre que le gendre de Paula Rego. Ah. Oui. Et donc sa sculpture est très réaliste, pour ne pas dire troublante, et pour cause, puisqu'il s'agit justement d'une œuvre de Ron Mueck lui-même. D'accord. Et donc là, tu as tous les gens qui connaissent Ron Mueck qui disent ah ok je vois, et tous les gens qui connaissent ah pourquoi ils font tous ah d'accord. Oui. Et bien dans ce cas-là, je vous conseillerais d'écouter la bulle d'art précédente où il était question justement de Ron Mueck et de ces sculptures géantes qui sont troublantes. Oui. Et donc, ce petit garçon, donc ce Pinocchio, on pourrait supposer, semble faire face à sa propre image peinte, comme s'il était sorti du tableau, passé de la fiction à la réalité.
Et donc pour finir cette chronique, je voulais justement citer Cécile Debré, qui est directrice du musée de l'Orangerie, et qui dit à propos de cette exposition et des œuvres choisies pour cette exposition, que Paula Rego crée des personnages ou animaux qu'elle transforme et travestit, donnant ainsi naissance à des scénettes composées de grands formats, où se mêlent réalité et fiction, rêverie et cauchemar. Moi, je trouve que c'est vraiment ça, genre rêverie et cauchemar. Je trouve que ça fait les deux. Oui, bah une Quand tu l'as rêverie... décrit, ça fait un peu genre le sommeil qui se passe mal, quoi. Oui, c'est un peu ça. Bah, d'autant plus que bon, là, j'ai focalisé sur un certain point de vue de l'exposition, mais il y a aussi du féminisme aussi qui est très marqué. Les femmes ont une place très importante dans l'œuvre de Paula Rego. Voilà, après, faut vraiment découvrir la totalité de son travail. Surtout que là, en fait, c'était vraiment 60 œuvres exposées, 60 ou 70 œuvres exposées, bien choisies, selon un parcours bien spécifique. Ouais. C'était pas une rétrospective globale, c'était... Avec une vraie scéno pour expliquer un truc. Exactement. Voilà, perso, ça me terrifie. J'ai une photo de elle dans son atelier. Bah justement, les photos que tu vois dans son atelier, Ouais. il y a en partie les personnages qui étaient à l'entrée le long D'accord. du chemin. Ok, ouais, c'est le genre de truc. Je vais dans un musée, il y a ça, je sors du musée. Mais pas parce que j'aime Bah, moi, pas, j'y hein, reste. juste parce que j'ai peur. Moi, j'y reste en faisant plein de photos en disant waouh, c'est beau. Pour ma part, je voulais vous parler d'une exposition. Alors, je n'ai absolument rien préparé. Alors, Parce que c'est... Au talent. Voilà, au talent. voilà, on va y L'impro. aller à l'impro. Et de toute façon, j'avais assez peu de choix sur ce dont j'allais vous parler parce que tout simplement, ces derniers temps, j'ai fait très peu d'expos à Paris. Je sais, c'est mal. On peut pas faire 36 podcasts Mais c'est et ça. faire des expos en même temps. C'est exactement le souci. C'est une expo qui est à voir à l'espace Fondation EDF, donc rue Récamier dans le 14e. L'exposition s'appelle Light Matters et c'est une expo d'un artiste autrichien qui s'appelle Erwin Redl, j'imagine que ça se dit comme ça. C'est la première fois qu'il est exposé en France. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet artiste qui travaille la lumière et qui travaille là en l'occurrence des diodes, des LED dans l'espace, c'est que il y a deux façons en fait d'appréhender l'exposition. Pour ceux qui connaissent déjà l'espace de la Fondation EDF, qui est un espace qui fait des expos de qualité assez régulièrement, l'installation transforme totalement l'espace qui est complètement occulté. D'habitude, il est vraiment baigné par la lumière du jour. Là, on est dans le noir et on a que en fait ces toutes petites diodes lumineuses qui sont accrochées depuis le haut du plafond. Donc l'espace est à deux niveaux avec un puits au milieu. Et donc en fait on est baigné dans ces tout petits points de lumière à travers lesquels on navigue. Et donc c'est à la fois intéressant parce que quand on connaît le lieu, quand on connaît un petit peu les expos, on est complètement perturbé en fait dans l'appréhension de l'espace. On n'a pas l'impression d'être dans le même lieu et il y a quelque chose de un peu hors du temps qui se passe à ce moment-là. Moi j'ai fait l'expo avec beaucoup de monde dedans, donc c'était pas, je pense, les conditions idéales, mais faire l'expo, je pense, dans un moment plus calme, ça doit vraiment être prenant. Mais les diodes changent de couleur régulièrement et c'est vraiment une atmosphère qui est créée. Et du coup, il y a que ça ou il y a d'autres trucs qui sont présentés? Alors, il y a dans une salle au fond, il y a deux œuvres du même artiste qui sont pour le coup sur un format tableau, qui sont des œuvres lumineuses aussi, mais qui sont vraiment sur un format plus restreint. En revanche, le sous-sol qui accueille habituellement des œuvres est fermé. Le seul souci en termes de scénographie, mais je pense que c'était pas possible de faire autrement, c'est que l'escalier qui mène d'un étage à l'autre, lui, ne fait pas partie de l'installation. Donc on repasse en fait par une lumière un peu forte d'un étage à l'autre, ça a tendance à nous couper un peu. Mais donc voilà, je vous recommandais cette expo non seulement parce que pour les gens qui connaissent un peu, c'est très agréable à voir, et pour ceux qui n'ont pas vu beaucoup d'expositions d'art contemporain, je trouve que c'est une très bonne façon de rentrer dans cet univers-là qui est extrêmement vaste et, comme on disait, qui n'est pas un courant mais qui est une multiplicité de courants d'une même époque, parce que finalement c'est
le propos, alors j'ai lu des petites choses sur l'exposition, et en fait, il y a pas grand-chose qui arrive à balayer la première impression qui est émotionnelle, qui est esthétique, parce qu'en fait, on est vraiment dans un espace où on est baigné, où on est immergé, et où Je alors trouve que quand c'est des expos immersifs comme ça, c'est le meilleur point pour amener des gens qui sont pas intéressés par l'art contemporain. Ouais. Parce que c'est genre, on a Disney, quoi, il se passe des trucs. Ouais, c'est une J'avais expérience. vu une expo au Palazzo Grazie où c'était, d'un point de vue extérieur, c'était un sol blanc avec 2 murs blancs qui faisaient un coin. Mhm. Et nous, on regardait, qui était clairement un coin angle droit. Et nous, de l'extérieur, on regardait les gens, ils se prenaient le mur. Et du coup, on était là, mais ça va pas, quoi. Parce qu'on devait enlever nos chaussures et mettre des petits chaussons pour que tout reste bien blanc. Mais c'était très, très grand, hein, c'était vraiment immense. Et on voyait les gens avancer, comme des Sims, ils se cognaient contre les murs et tout. Et nous, on comprenait pas. Donc, on fait l'expérience, enfin, on va faire l'œuvre. Et en fait, les lumières étaient faites de telle manière que quand tu étais face au coin, c'était arrondi. Et tu ne voyais pas ça avait l'air d'être infini. Donc t'avances comme ça et nous aussi on s'est pris le mur. Parce qu'en fait, c'était tout en sachant qu'il y avait un problème, mais on voyait pas parce que c'était fait, et ça, ma famille, ils étaient là genre waouh, mais c'est trop bien. Et j'étais là, oui, ouais. Donc ouais, c'est pour ça que je dis que je trouve Ah non, mais les espaces immersifs, moi, c'est génial, quoi. J'en suis extrêmement friand, et effectivement, c'est un bon moyen. Alors, le souci, c'est qu'on va toujours avoir le côté ah ouais, mais c'est pas de l'art, c'est une attraction. L'autre pendant du truc étant de tomber sur le travers, j'en avais parlé dans une bulle d'art aux États-Unis, qui a de faire des expériences plus que des expos pensées pour être instagrammées. Et là, c'est limite parce que c'est quand même extrêmement photogénique cette expo. Moi, j'ai fait 3 photos et sur les réseaux. ouais. C'est et puis c'est du coup les diodes, ça rend très bien à l'appareil photo, c'est presque plus bon en photo qu'en vrai. Mais on est quand même sur un truc qui voilà, a à la fois un propos artistique, un propos esthétique, une accroche émotionnelle parce que la couleur est forte, et je trouve que c'est vraiment un bon moyen, en plus c'est gratuit, d'aller découvrir une installation d'art contemporain. Oui. Sur les rives gauches. Oui, désolé. C'est vrai qu'elle est pas super pratique d'accès à la fondation, je trouve. Mais oui, je recommande aussi l'expo, j'y suis allée avec moins de monde et c'était sympa. Pour parler des expositions immersives aussi, il y a Team Lab qui a été exposé l'an dernier à la Villette, cette année je crois, ou septembre 2018. Et eux, ils font un travail vraiment super immersif et interactif. Et ça, c'est vraiment terrible. Je les avais découverts à Londres, dans deux petits. Oui, ils sont japonais, ouais. Et je pense qu'à la Villette, ça devait être terrible. Je sais pas si vous y êtes allé. Non, Moi, j'ai loupé l'expo. Les photos, Ouais, les photos, ouais. Et c'est vraiment à faire. Je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent, et même à vous, si jamais vous avez l'occasion, il faut absolument y aller parce que c'est immersif, c'est beau, c'est interactif. On est vraiment transporté dans un monde lumineux. En même temps, on est enfermé dans une pièce hyper sombre, mais c'est hyper lumineux. On peut parce que toucher. T'as le sol, le plafond, les murs, tout. T'as tout. Ouais. T'as tout. Voilà, t'as l'atelier des lumières où t'as pas le plafond, par exemple. Et puis à côté, t'as les installations de Team Lab. On fera peut-être le couper, ça. Non. T'as les installations de Team Lab. T'es vraiment plongé, tu peux t'asseoir, les lumières viennent sur toi ou te contournent justement selon l'installation, des cascades d'eau, tu mets la main et l'eau passe autour, les papillons qui viennent sur toi, des feuilles qui viennent, des fleurs qui s'épanouissent sur toi, enfin c'est vraiment terrible ça. Du coup, côté immersif, tu peux pas mieux, quoi. Alors puisqu'on est dans... Je surfe sur le côté immersif, et je crois que j'en ai parlé aussi, donc pour les gens qui écoutent toutes les bulles d'art de A à Z, je vais me répéter, mais à New York, je sais plus quelle grande galerie exposait l'artiste Urs Fischer, qui avait fait une chorégraphie de fauteuils. Et donc l'espace était totalement vide avec juste des fauteuils de bureau, sauf qu'ils étaient tous robotisés et que ça ne se voyait pas. C'est ça qui était impressionnant, c'est que le moteur était totalement invisible, et donc il y avait des fauteuils qui bougeaient selon une chorégraphie bien à eux, et puis tu avais des fauteuils qui réagissaient avec les visiteurs. Donc si tu t'approchais du fauteuil
ils te fuyaient. Mhm. Et tu avais des fauteuils qui te poursuivaient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils te repéraient, tu avais le fauteuil qui roulait derrière toi. Excellent. Il fallait juste marcher un peu plus vite pour le semer. Mais, et c'était vraiment, vraiment prenant. Et tu le vois parce que les gens passent dans cette seule installation 10 minutes, un quart d'heure à passer de fauteuil en fauteuil. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment très très bien. En tant que néophyte, moi, c'est un des trucs qui me fascine beaucoup avec l'art contemporain, c'est vraiment le côté troll, en fait. Je trouve qu'il y a en tout cas, justement, quand tu connais pas, tu peux très vite avoir l'impression qu'ils s'amusent à troller les spectateurs hyper souvent, quoi. Donc t'as un truc comme ça, où, en tout cas, comment on dit, subvertir les expectations, n'est-ce pas? Oh, c'est beau. Non, mais en tout cas, il y a un jeu qui s'installe avec le spectateur. Pour en revenir à Pipi le Tiriste dont on parlait tout à l'heure, elle fait quand même beaucoup d'installations immersives. Et moi, je l'avais découverte avec une vidéo qui était montrée à Beaubourg, qui a été montrée ensuite à la Monnaie de Paris, qui s'appelle À la belle étoile. Et ce qui m'a fait rentrer dans le truc, c'est la petite phrase écrite au sol qui disait « S'il vous plaît, marchez sur l'œuvre ». En fait, en marchant sur l'œuvre, c'était une vidéo très planante avec la caméra qui se baladait d'espace en espace, avec la musique toujours très hypnotisante du musicien qui l'accompagne, dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, on était vraiment dans une atmosphère. Et Pipi le Tiriste dit qu'elle fait des œuvres pour que les gens se sentent bien. Moi, j'adore ce principe-là de faire de l'art pour que les gens se sentent mieux, soient contents, et j'aime bien cette idée. Même si c'est pas que ça, mais c'est quand même plutôt cool. C'est la fin de cette 3e Big Bulle d'Art. On espère que vous avez apprécié d'écouter cet épisode. Merci à tous ceux et celles qui étaient autour de la table. Merci Alice, merci Julie, merci Laure qui était exceptionnellement notre invitée. Et merci Michel d'avoir également participé à l'émission. On se retrouve tout bientôt pour une 4e Big Bulle d'Art. D'ici là, avec des petites bulles d'art, je vous parle d'œuvres et d'artistes une fois toutes les 2 semaines. Bulle d'Art, c'est sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook c'est Bavardage et Bulle d'Art, sur Instagram c'est Bavardage, sur Twitter c'est Bulle d'Art, bref tout est raccord. Et vous pouvez écouter ce podcast sur Ocha, sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer et à peu près sur toutes les applis de podcast. Salut et à la prochaine.